20 h, nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1 pour l'information. L'actualité ce soir nous conduit au Sénat. 11 projets de loi présentés par le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Il a échangé avec les sénateurs, membres de la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire. 76e Assemblée mondiale de la santé en Suisse, le directeur général de la santé de Côte d'Ivoire a retracé les grands chantiers de la politique étatique en matière de santé publique, dont la gestion de la Covid-19 et la mise en place de la CMU, la couverture maladie universelle. Quels sont les rôles et objectifs du foncier rural et de l'immatriculation? Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural en charge du dossier a répondu à ces questions. Il a expliqué ce mardi que la loi n'a pas vocation d'expropriation, mais bien au contraire, elle vise à consolider les droits des populations. Et puis à Dakar, l'affaire Ousmane Sonko se poursuit. Le procès de l'opposant sénégalais accusé de viol a repris aujourd'hui en son absence. Il risque une peine allant de 10 à 20 ans de prison. Bonsoir à tous, bienvenue. Le ministre a délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, a présenté 11 projets de loi devant le Sénat. Il a échangé avec les sénateurs membres de la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo nous propose le point. Journée chargée pour le ministre délégué auprès du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Léon Adom Kakou a soumis au Sénat 11 projets de loi visant à raffermir les relations de la Côte d'Ivoire avec les autres. Entraide judiciaire et d'extradition contre le terrorisme, transport maritime, pêche, travail maritime, protection et utilisation d'eau transfrontalière et des lacs internationaux, pollution des mers, organisation islamique pour la sécurité alimentaire, l'abolition de la peine de mort, création de l'Agence africaine de médicaments et le projet de loi portant statut de réfugié. Une présence au Sénat pour inviter l'ensemble des Ivoiriens à tendre les bras aux frères venus des pays voisins en détresse. C'est en fonction de ce que nous savons que nous demandons aux Ivoiriens de faire preuve d'humanité. C'est un acte d'humanité que le président a posé, que le gouvernement a posé. N'oublions jamais que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ces 11 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, présidée par la sénatrice Manenja Diabaté Touré. 76e Assemblée mondiale de la santé en Suisse, le professeur Mamadou Samba, directeur général de la santé, a retracé les grands chantiers de la politique étatique en matière de santé publique. Entre autres points abordés, la gestion de la Covid-19 et la mise en place de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. Amadou Ouattara. 3 minutes. C'est le temps accordé à chaque pays membre à cette tribune de la 76e session de l'Assemblée mondiale de la santé. Et la Côte d'Ivoire est en harmonie avec le chrono. Une déclaration concise résume les projets en cours d'exécution. La responsabilité revient au professeur Mamadou Samba, directeur général de la santé, d'intervenir au nom de Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Nous avons montré l'importance de la Côte d'Ivoire solidaire du président Alassane Ouattara, à savoir rapprocher les centres de santé des populations en augmentant l'offre de santé, mais également en créant les pôles régionaux de santé. Nous avons aussi présenté la couverture maladie universelle, qui est notre assurance maladie obligatoire, pour que tous les Ivoiriens puissent se soigner sans risque financier majeur. Le porte-parole du jour de la Côte d'Ivoire précise également que les actions citées ont pu être possibles grâce au leadership éclairé du président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement au travail pour le bien-être des populations ivoiriennes. Nous avons montré les soutiens de l'OMS à la Côte d'Ivoire qui ont permis d'éliminer de nombreuses maladies tropicales négligées, mais aussi nous ont permis de réduire
la mortalité maternelle actuellement. Nous avons également montré l'importance du programme social du gouvernement qui, en matière de santé, prend en compte la vaccination, la gratuité effective pour les femmes enceintes et les enfants et aussi la disponibilité du sang dans nos structures sanitaires. Nous souhaitons un soutien constant de l'OMS et aussi que l'OMS puisse mobiliser d'autres partenaires pour pouvoir soutenir la vision actuelle du système de santé que propose M. le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. En attendant, la clôture de la session prévue pour le dimanche 30 mai prochain, la délégation ivoirienne multiplie les rencontres et participe à plusieurs plénières. Pour rendre ce système de santé plus fort, le Canada et l'Allemagne ont remis du matériel roulant et des équipements médicaux à la Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé a réceptionné ce don d'une valeur totale de 9 milliards de francs CFA. Didier Nguessan. Du matériel roulant et des équipements médicaux offerts pour moitié par la République fédérale d'Allemagne et pour l'autre moitié par le Canada. Ce second pays apporte également un appui à la gestion des déchets biomédicaux, de même que l'intensification de la vaccination contre la COVID-19. Qu'au total des dons, plus de 9 milliards de francs CFA, dont 6 milliards 650 millions de francs pour le Canada et 2 milliards 500 millions de francs CFA pour l'Allemagne. Le soutien du Canada à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la coopération entre nos deux pays. Coopération qui dure maintenant depuis plus de 60 ans. Le Canada et la Côte d'Ivoire ont signé un mémorandum d'entente cadre pour la coopération au développement du Canada en Côte d'Ivoire, ainsi que 3 protocoles d'entente avec le ministère de la Santé. Je remercie également l'UNICEF et Marc, le représentant, pour son concours à la réalisation de cet important don qui continue à contribuer à l'amélioration de la santé de la population. Pour le ministre de la Santé, Pierre Demba, ce matériel vient renforcer le système de santé en améliorant les conditions de travail des agents de santé. Ce qui est vraiment innovant, c'est d'avoir donc des congélateurs solaires qui permettent donc de les déployer partout, même dans les endroits où il n'y a pas d'électricité. Je pense que grâce à ces dons, nous allons renforcer notre système de santé et permettre donc d'accélérer la vaccination, que ce soit Covid et la vaccination de routine. Avec la création de 10 pôles régionaux d'excellence en santé et l'investissement de plus de 1 000 milliards de francs CFA dans les infrastructures sanitaires et leur équipement, le gouvernement renforce le système de santé. Et on s'intéresse maintenant au foncier rural et à l'immatriculation qui alimente quelques controverses dans l'arène politique. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural en charge du dossier, a expliqué ce mardi que la loi n'a pas vocation à exproprier les populations. Elle vient plutôt consolider leurs droits. Lanciné Bakayoko. En dehors des délais, rien d'autre dans la loi de 1998 relative au domaine foncier rural n'a été ramené au niveau réglementaire. Pour les textes d'application de la loi par voie réglementaire, il s'agit plutôt de la nécessité d'accélérer le processus de délivrance des actes. Les décrets qui ont été pris à cet effet protègent les détenteurs des droits coutumiers en introduisant d'importantes innovations. C'est le cas du décret déterminant les procédures d'immatriculation des terres du domaine foncier rural qui prévoit les innovations suivantes. La prorogation de 3 ans à 10 ans du délai pour un détenteur de certificat foncier pour aller à l'immatriculation. L'instauration d'un arrêté de propriété foncière signé par le ministre en charge de l'agriculture ou par délégation le préfet de département. Cet arrêté constitue un moyen de preuve qu'une terre fait l'objet d'immatriculation. Sur la notion de terre vacante et sans maître, la loi modificative de 2019 précise que le défaut de maître est constaté par décret pris en Conseil des ministres. En application de cette dernière disposition, un décret définissant la procédure de constatation des terres sans maître du domaine foncier rural a été adopté récemment en Conseil des ministres pour rassurer les populations que leurs terres ne seront pas abusivement déclarées comme sans maître et être incorporées dans le patrimoine de l'État. Selon Kobena Kwasi Adjoumani,
L'objectif du gouvernement n'a jamais été d'exproprier la population rurale de ses droits coutumiers. Il est d'ailleurs prévu une gratuité généralisée pour les populations. À ce jour, grâce aux réformes entreprises par le gouvernement actuel, notamment avec la création de l'agence foncière rurale, nous avons 5160 villages qui ont été délimités. 23 778 certificats fonciers ont été délivrés. Plus de 11 modèles de contrats agraires ont été élaborés. 6 257 contrats agraires ont été conclus. De 2002 à 2011, la Côte d'Ivoire n'a enregistré que 186 villages délimités et 188 certificats fonciers délivrés. Le gouvernement travaille à la consolidation des droits des propriétaires terriens. Il œuvre également à la protection et à la préservation des forêts, de la faune, des ressources en eau en territoire ivoirien. Le ministère des Eaux et Forêts quadrille le territoire national. Une base avancée de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention est désormais installée à Morondo, c'est dans la région du Ouorodougou. Dans son viseur, la lutte contre le braconnage, l'orpaillage illégal, le sillage à façon et les feux de brousse au-delà du 8e parallèle. Soro Corona nous explique. 30 agents des eaux et forêts, premier contingent de la base avancée de la BESI, brigade spéciale de surveillance et d'intervention de Morondo, région du Ouorodougou. Une base stratégique pour la mise en œuvre de la politique de préservation, de réhabilitation de la forêt, de protection de la faune et de sécurisation des ressources en eau. Les bases de la BESI apportent une plus-value à la lutte contre la criminalité forestière. Ces initiatives viennent appuyer vos efforts déjà consentis dans l'accroissement du parc automobile de la BSSI en vue de paraître efficace des zones non criminogènes. Tout cela a contribué efficacement à faire reculer la criminalité forestière. Les ministres des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité ont installé cette base en présence des élus et cadres ainsi que de nombreuses populations du Ouorodougou. Mettre fin au sillage à façon, au braconnage, à l'orpaillage illégal et au feu de brousse au-delà du 8e parallèle. Mission principale de la base avancée de Morondo. Le ministre Laurent Tchagba met aussi ses hommes à la disposition de l'état-major général des armées pour la sécurisation du territoire. Leur rôle est plus de lutter contre l'avancée du désert et toutes sortes d'activités délictueuses par la surveillance, l'anticipation et la répression. Ils participeront également aux opérations militaires en liaison avec l'état-major général des armées dans le cadre de la lutte contre le djihadisme. Parrain de cette cérémonie d'installation, le ministre Bouaké Fofana félicite le gouvernement pour le regard jeté sur les limites des forêts classées déjà habitées. Demander au gouvernement de peut-être revoir les limites de certaines forêts classées parce qu'elles ont déjà été envahies, il y a déjà de la vie là-dedans. Je sais que cette question-là est entre de bonnes mains. Et nous allons trouver des solutions. De 30 agents à son installation, l'effectif de la base avancée de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention du Morondo va atteindre les 100 éléments les mois à venir. Rendons-nous dans la région de la Naoua, précisément à Soubré. Il y a également question de préservation de l'environnement. Le projet Pro-Conservation vise la gestion durable des ressources halieutiques. Pour la période 2023 à 2025, un montant de plus de 1 milliard de francs CFA va être utilisé pour la préservation de tous les plans d'eau. Sam Conan. Selon le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, le milieu naturel des poissons composé de plans d'eau et leur écosystème fait l'objet de plusieurs types de menaces. Ces menaces sont entre autres l'absence de repos biologique, l'ensablement des embouchures, la pollution des eaux par des résidus produits phytosanitaires, l'orpaillage qui déverse du mercure dans nos eaux, le déversement d'hydrocarbures en mer, la propagation de flore aquatique, la destruction des mangroves.
Un projet de conservation de la biodiversité avec 3 composantes est mis en place pour faire face à ces menaces. La première, il s'agit de la protection des espèces halieutiques. Cette composante prendra en compte toute action contribuant au renforcement du cadre institutionnel et réglementaire. La composante 2 concerne la planification spatiale marine, PSM en abrégé. À ce niveau, il s'agira de mettre en place un système de programmation de pêche dans l'optique de cibler les zones de pêche. Enfin, la composante 3 concerne la gestion du projet. Ce projet va durer 3 ans. Le ministre Sidou Touré a procédé à son lancement à Soubré. Ce projet sera le canal par lequel un diagnostic clair et cohérent va être fait sur les problématiques de société. La région de la Nawa, singulièrement la ville de Soubré, est choisie pour abriter le siège de ce projet à cause de son barrage hydroélectrique qui présente déjà une forte propagation de la flore aquatique. Ce projet couvre tous les plans d'eau sur toute l'étendue du territoire national. Le coût du projet est estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. On parle infrastructure routière en Côte d'Ivoire. Où en sont les travaux des chantiers ouverts dans les régions centre et nord? Quel est l'état d'avancement de l'autoroute Thiébissou-Boaké? Kader Sogodogo se propose de répondre à ces questions. Voici l'autoroute Thiébissou-Boaké. 96 km. Travaux de bitumage achevés, l'embellissement suit son cours. Elle est la 2e section de l'autoroute qui relie Yamoussoukro à Boaké. L'état d'avancement des travaux à ce jour est estimé à 96,89%. Un défi majeur qui est en train d'être relevé par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Les travaux, malgré les retards qu'il y a eu, sont bien avancés. Mais l'entreprise est à pied d'œuvre. Vous allez voir que dans peu de temps, cette autoroute va être livrée à la population ivoirienne. La ville de Boaké bénéficie également de l'aménagement et du renforcement de la nationale A3 qui traverse la ville du corridor sud au corridor nord, 8,7 km. 2 fois 2 voies séparées par des lampadaires. Un atout majeur pour la ville. Même si le taux d'exécution a atteint à ce jour 93,58%, fort est de reconnaître que les travaux ont connu un retard. La livraison était prévue pour le 23 novembre 2022. La prorogation de délai au 23 janvier 2023 est épuisée. La faible mobilisation de moyens opérationnels de l'entreprise sur le chantier est mentionnée dans le rapport. Une autre route qui est en train d'être bitumée, Thiébissou-Sakassou-Béoumi, 74 km pour environ 35 milliards de francs CFA. Les choses semblent aller dans le bon sens. Sur les 37 km qui séparent Thiébissou et Sakassou, il ne reste que 1,5 km de travaux. Dans ce village traversé nouvellement par le bitume, même les tout-petits ont leur part de bonheur. Quand je vois la route assez jolie, ça me plaît. Les voitures ne mettent plus les poussières sur nous. Côté Sakassou-Béoumi, les travaux se poursuivent. Quittons le centre du pays pour le nord. Boaké, Satama, Sokoro, Satama, Sokura, 81 km. Dabakala, Kong. Odiene, Samatigila, frontière du Mali. Odiene, frontière Guinée. Bundiali, Dianra. Niele Mbengue, Kassere, Kouto. Korogo, Sirasso, Dianra. Korogo, Kanawolo. Quelques retards constatés qui ne voilent pas l'optimisme des populations. Que les travaux avancent un peu vite pour que les voies soient libérées pour le bien de la population. C'est la réalisation d'une promesse. Aujourd'hui, nos populations sont totalement satisfaites du travail accompli par le gouvernement ivoirien et particulièrement par le président de la République. L'axe Korogo-Kanawolo tire son urgence dans la CAN de football à venir. Des indications ont été données dans ce sens. On a instruit les ressorts de l'entreprise de mettre tout en œuvre pour pouvoir mettre une deuxième centrale en place pour pouvoir respecter les délais parce que ça s'impose à nous. Vous savez, avec l'arrivée de la CAN, donc il faut que cette voie soit vraiment complètement terminée avant la fin de l'année. Péage, pont, bascules et autres viendront contribuer
a garanti une certaine durabilité. Il appartient à tous d'en prendre soin. En politique, dans la région de la Bagoué, la ville de Boundiali a abrité la cérémonie d'investiture de 8 candidats RHDP aux élections régionales et municipales. Ces candidats ont été exhortés à œuvrer en faveur de l'unité et de la cohésion. Charles Tatou. Les 8 candidats mobilisés par la direction du parti pour défendre ses couleurs aux élections municipales et régionales dans la Bagoué, dont les ministres Bruno Nabadjo Kone et Mariatou Kone viennent de passer un moment intense d'engagement pour une mission politique en faveur du développement de leur région natale. Cérémonie qui leur donne la pleine onction de leur formation politique quant à la victoire des élections de septembre 2023. Boundiali ne saurait laisser toutes ses belles œuvres pour s'aventurer vers l'inconnu. À Boundiali, les actions du président de la République posées directement par lui-même ou par les responsables au niveau local ont fini par convaincre plus d'un. Dites et nous vous suivrons. Dites et nous vous suivrons. Parce que nous savons que ce que vous dites, c'est la parole du président Alassane Ouattara. Et nous sommes ici. Nous sommes ici parce que nous avons voulu suivre le président Alassane Ouattara. Nous sommes ses soldats dans la région de la Bagoué. Nous ferons tout pour que le président soit fier de notre région et de nos populations. Dépêché par la direction du RHDP, le ministre d'État, ministre de la Défense, membre du directoire du RHDP, a procédé à la présentation officielle des différents candidats aux élections municipales et régionales, conduite en tête par le ministre Bruno Nabadjo Kone. Téné Brahima Ouattara a insisté sur le respect de la décision du parti avant de confier aux militants et sympathisants du RHDP de la Bagoué la victoire au soir du 2 septembre 2023. Ces élections sont très importantes par le fait qu'elles seront particulièrement suivies à travers le monde parce que tous les partis politiques qui comptent dans notre pays vont y participer. Les résultats de ces élections locales seront un baromètre de l'état des forces politiques, notamment celle du RHDP sur l'échiquier politique national. Rappelons que la Bagoué compte 7 communes. Nous quittons la Bagoué pour la région du Cavali. Une rencontre de mobilisation pour la paix et le développement s'y est tenue. Occasion pour la présidente du conseil régional, Anne-Désirée Ouloto, de dresser le bilan sur 4 années et demie d'exercice. Et ce sont plus de 4 milliards de francs CFA qui ont été investis. Laure Goretti et Grace Kando. Pratiquer la cohésion sociale, l'unité et la paix entre les filles et fils du Cavali pour propulser encore plus le développement de la région. Cette vision partagée par les plus hauts cadres et autorités de la région a fait ses preuves. Le Cavali a bénéficié ces dernières années de plusieurs infrastructures de développement, un bilan dressé en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le Cavali atteint 99% de taux d'électrification des villages. Aujourd'hui, dans la région du Cavali, ce sont des collèges de proximité dont les travaux sont achevés. Il y en a qui sont en cours d'achèvement. Nous avons également les projets de bitumage, de réhabilitation Diokwe-Giglo-Blolekem, dont les travaux seront lancés par M. le Premier ministre dans les jours à venir. Des acquis qui réjouissent cadres et populations de la région du Cavali. Elle n'a pas regardé un village, pour lui ce village est PPAC, ce village est RDS, ce village est PDCI, ce village est IDPCI. Elle a commencé le développement dans le Cavali pour toute la population. Nous devons nous mettre ensemble, nous les jeunes. Des progrès enregistrés dans un contexte d'apaisement et de cohésion sociale. J'ai commencé mon mandat en négociant la paix avec les populations du Cavali, en encourageant au vivre ensemble et à la cohésion sociale. Il fait bon vivre aujourd'hui dans le Cavali. Les populations ont appris à s'aimer à nouveau. Elles ont appris à s'accepter à nouveau. Et cela est un trésor que nous devons à tout prix conserver. J'ai regardé tour à tour les différentes réalisations qui ont été faites par le conseil régional. J'ai regardé aussi toutes ces réalisations qui ont été faites par le gouvernement.
Mais pour que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, sache qu'il y a un problème d'eau à Zangé, il faut une personne pour lui chuchoter ça à l'oreille. Et cette personne, c'est Anne Oloto. La ministre Anne-Désirée Oloto, présidente sortante du Conseil régional du Cavally, a été désignée pour représenter le RHDP aux élections régionales du 2 septembre prochain. Avec elle, 4 autres candidats également désignés pour les élections municipales pour le compte des communes de Guiglo, Bloliquin, Tailly et Toulepleu. Tous ont été officiellement présentés. L'actualité en religion nous conduit à Dabakala. Les musulmans de Niéméné inaugurent leur nouvelle mosquée. L'imam principal de la mosquée a été installé par le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Et c'est un reportage signé Djeneba Ouattara. La communauté musulmane de Niéméné sous-préfecture de Dabakala, région du Hambol, a désormais une nouvelle mosquée tout équipée. Un don du ministre Ali Koulibaly, fils de la localité, avec le soutien du président de la République, Alassane Ouattara. L'édifice religieux baptisé mosquée Adja Fatoumata Fofana pour honorer la mémoire de la génitrice du donateur, rappelé à Dieu le 20 mars 2022 qui, de son vivant, a souhaité la construction d'une mosquée. Pour la remise officielle du joyau architectural, Ali Koulibaly avait à ses côtés plusieurs personnalités. Le porte-parole de la famille a traduit toute sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour son soutien. Je voudrais, au nom des familles, remercier le président de la République d'avoir réalisé un si bel édifice à Niéméné. Grâce à lui, ce lieu sacré va permettre aux musulmans de se rassembler pour mieux vivre leur spiritualité. Cérémonie d'inauguration couplée à l'investiture de l'imam principal de la dite mosquée. L'imam Gramouté Ladji Abissiri, âgé de 34 ans, a reçu les attributs liés à sa fonction. Occasion pour les responsables du COSIM d'exhorter le nouvel imam à se conformer au strict respect des prescriptions du Saint-Coran. L'intronisation de l'imam, c'est montrer le guide de la mosquée. Et c'est aussi celui qui est en charge des questions d'éducation, de formation pour la communauté. Un médiateur, quelqu'un qui est chargé également de la promotion de la paix, celui qui entretient les relations interculturelles entre les différentes confessions religieuses, de façon à promouvoir la paix dans toutes nos relations. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, parrain de la cérémonie, salue l'action de portée religieuse. C'est un jour de souvenir et tout ce qu'on peut demander à Dieu, c'est qu'elle repose en paix. De son vivant, elle n'a fait que du bien. Et de là où elle est, nous lui demandons de continuer de prier pour nous, de prier pour la Côte d'Ivoire, de prier pour le président de la République, pour que ce pays puisse aller encore de l'avant et que nous puissions, dans la cohésion, dans la paix, construire la Côte d'Ivoire. Lecture de la psalmodie, bénédiction et prière de vendredi ont constitué des temps forts de la cérémonie. Bâtie sur une superficie de 1800 m², la nouvelle mosquée a une capacité d'accueil de 1000 fidèles. Un mot de sport. Dans le cadre de sa tournée de préparation de la CAN, le président du COCAN a échangé avec les rois et chefs traditionnels, ensuite avec le Forum des confessions religieuses de Côte d'Ivoire. La rencontre avec le Conseil supérieur des imams nous est proposée par Samuel Metch. François Albert Amichia, président du COCAN, est allé porter à la connaissance du bureau du Conseil supérieur des imams COSIM les détails autour de l'organisation de la CAN 2023 et les réelles motivations pour notre pays. Alors, pour rapprocher l'organisation des villes hôtes, bientôt nous allons créer les comités locaux du COCAN, les COLOCAN, pour associer non seulement les populations, mais également les collectivités locales, les administrations locales des villes hôtes pour l'organisation et la mobilisation à l'effet de donner un aspect festif et populaire. Et nous voulons surprendre le monde. Nous voulons que nos stades soient pleins, quelle que soit l'équipe qui joue. Après avoir écouté religieusement et pesé tout le sens de la démarche du président du COCAN, le bureau du COSIM, par la voix de son président, le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, a demandé à Dieu d'étendre sa grâce et sa miséricorde à tous les membres impliqués dans la réussite de cet événement. Que les compétitions se passent
dans les meilleures conditions. Que la troisième étoile vienne aussi pour compléter jamais 203, Inch'Allah. Le président du COCAN est ressorti satisfait de cet entretien où il a reçu le soutien total du COSIM qui a promis se faire l'écho du COCAN dans toutes les régions du pays. Et puis cette note triste dans l'actualité nationale, le décès du journaliste reporter à la retraite Victor Pandebas hier lundi aux environs de 21h. Victor Pandebas, un nom qui rappelle de beaux souvenirs à une certaine génération. La rédaction de RTI 1 lui rend hommage. L'occasion est exceptionnelle pour faire notre examen de conscience. Regardons. Victor Pandebas, un nom et une voix dont se souviennent certainement les téléspectateurs des journaux télévisés des années 90 à 2000 à la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. L'ancien caméraman, devenu journaliste reporter et grand reporter, a rangé définitivement le micro. Il a tiré sa révérence dans la soirée du lundi 22 mai des suites d'une longue maladie. Caméraman, journaliste, reporter, éditorialiste, analyste, chroniqueur, Victor Pandebas fait partie des grands noms de la télévision ivoirienne. Au cours de sa longue carrière à la RTI, Victor Pandebas a occupé des postes de responsabilité. Directeur de l'information, directeur de rédaction, Victor Pandebas a fait toutes ses armes à la RTI. Un hommage de Serge Pacom Didi et de Serge Koléa rendu à un journaliste qui s'est éteint. Dans l'actualité internationale au Sénégal, l'affaire Ousmane Sonko se poursuit. Le procès de l'opposant sénégalais accusé de viol a repris aujourd'hui en son absence du tribunal de Dakar. Il a affirmé craindre pour sa sécurité et précisé qu'il ne répondrait plus aux convocations de la justice sans garantie de l'État. Ousmane Sonko est jugé pour viol et menace de mort sur une employée d'un salon de beauté de Dakar. Le viol est passible de peine allant de 10 à 20 ans de prison. Et pour ce procès, en plus d'être criminel, l'enjeu est aussi politique, car Ousmane Sonko risque son éligibilité pour la présidentielle de février 2024. Et c'est là que prend fin ce journal, mais restez surtout avec nous sur RTI 1. Retrouvez tout de suite le débat. Mariam Touré et ses invités vont aborder le sujet de la saison des pluies et surtout des dispositions à prendre afin d'éviter les catastrophes des années précédentes. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous également à 23h avec Marine Cognon. Très bonne fin de soirée à tous.